Bienvenue à cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Avant de commencer, nous aimerions vous rappeler de visiter notre site web révolutiondesprit.com où vous trouverez de nombreux articles, plusieurs enregistrements audio non disponibles sur notre chaîne YouTube et d'autres produits dans notre boutique. Profitez-en pour vous abonner à notre infolettre et nous vous enverrons gratuitement notre livre numérique Le Primitif moderne. Et maintenant, place à l'entretien. C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la passivité de l'être face à son évolution. Je dis passivité, mais je pourrais aussi dire apathie ou peut-être même procrastination. Pour moi, c'est des phénomènes qui sont un peu semblables, peut-être pas tout à fait identiques. Alors, pour moi, ces phénomènes-là s'expriment par une incapacité qu'on a à se mobiliser par rapport à notre propre avancement. Alors, j'aimerais explorer ça avec vous. C'est très intéressant. Je voudrais commencer par mentionner que c'est relié à plusieurs aspects du psychisme humain et que le premier de ces aspects, c'est la spiritualité. OK. Donc, les gens qui s'intéressent à la parole supramentale ne sont pas des gens qui ont intégré la conscience supramentale. Les gens qui ont intégré la conscience supramentale s'en foutent de ces paroles. Ils vivent leur vie et c'est tout. Je ne dis pas qu'ils seraient en désaccord avec ce que C. Patrick dit ou avec ce que tout autre individu intégrant la conscience supramentale dirait, mais les gens en général qui s'intéressent à ceci ne sont pas ceux qui sont dans une intégration avancée de ces phénomènes. Leur psychisme relève donc d'autres états, soit spirituels, soit rationnels, logiques et matérialistes. Donc, dans le cas de la personne dont le psychisme relève de la spiritualité, ce qui constitue la majeure partie des individus s'intéressant à ces choses, mais la spiritualité a toujours instruit ou suggéré à l'humain subtilement ou ouvertement que ça ira mieux plus tard. Okay. Donc, qu'on parle de la religion chrétienne qui dit « cette vie n'est pas importante, gagnez votre ciel, puis c'est arrivé au paradis que vous célébrerez la vie morne et triste que vous aurez eue sur Terre », ce qui est très commode, comme on dit au Québec, pour ces puissances, qui ainsi manœuvrent à saper la volonté de l'humain d'améliorer son sort. Donc, je souffre. Ah, tu souffres? Mais c'est très bien, c'est ton travail spirituel de souffrir. Continue. Ça ira mieux une fois que tu seras décédé. Mais bien entendu, personne ici sur Terre ne sait parfaitement comment est la vie une fois décédé. On ne peut le savoir. Même un être fusionné à 100% ne peut le savoir. Ah non? Non, parce que pour le savoir, il faut pouvoir mettre son psychisme dans l'état d'une personne qui a terminé son incarnation. OK. Et une personne consciente ne peut le faire et une personne inconsciente ne peut le faire non plus parce qu'elle n'a pas la maîtrise suffisante de son psychisme. Et puis, un être conscient ne voudra pas le faire parce qu'il, de toute évidence, préfère être vivant que de émuler la mort dans son psychisme. Certainement. C'est très désavantageux de faire ceci. Bon, donc, pour revenir, les gens qui ont un passé de spiritualité doivent se méfier énormément de ce passé et de ces injonctions, suggestions et insinuations que tout ira mieux plus tard. Donc, même aujourd'hui, ça doit faire, 25 000 ans qu'on dit à l'humain « Ah, mais tout est sur le point d'aller mieux. » Non, mais est-ce que ça va mieux? On dirait pas. Qu'est-ce qui va mieux? Bon, matériellement, l'humain est mieux. Mais est-ce qu'on est véritablement mieux? C'est-à-dire que matériellement, on est mieux. Mais si on additionne tout, donc l'industrie alimentaire et pharmaceutique tient à nous empoisonner, mais nous avons des gadgets et des maisons confortables. Alors, est-ce qu'on est mieux? Si on additionne tout, il y a une indigence psychique et spirituelle dans le sens non pas de soumission à l'invisible, mais spirituelle dans le sens d'une vie plus grande que simplement sur le plancher des vaches matérialistes. Il y a une indigence à ce niveau, au niveau planétaire, qui est incommensurable. Donc,
Oui, on a des gadgets, on a des maisons confortables, on a des autos, mais est-ce que l'humain est mieux que jamais? Je ne vois pas que l'humain est mieux que jamais. Je vois qu'il y a des humains qui s'intéressent à l'évolution psychique de l'humain, d'eux-mêmes, et ceci, c'est excellent, mais ils doivent se méfier donc des empreintes très profondes que la spiritualité a laissées dans leur âme. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, de croire que tout ira mieux plus tard et que même si on ne le croit pas à la surface de son psychisme, que à quelque part, un sauveur va venir. Ou que, pour ceux qui sont dans la connaissance des paroles émanant de la conscience supramentale, peuvent croire que leur double va les sauver. Ah oui. Ou que leur esprit va les sauver, ou que, j'ouvre des guillemets, l'énergie supramentale va les sauver. Okay. Mais l'humain n'a pas besoin d'être sauvé. L'humain a besoin de casser les chaînes de ceux qui le gardent en esclavage. Mm-hmm. Il en a la puissance, il s'agit simplement qu'il décide de le faire. Okay. Donc, oui, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre est une illusion. Mais est-ce que l'humain est une chiffre molle, incapable de lever son doigt? Donc, est-ce que l'humain est une espèce d'éponge de mer, incapable même de se mouvoir? Je crois pas. Je crois qu'il y a une grosse différence. Donc, il est certain qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais l'involution, comme l'évolution inconsciente au début de la courbe évolutionnaire, sont des processus. Et pourquoi le plan astral travaille-t-il si fort à nous déverser des ordures dans le psychisme? C'est pour polluer et ralentir notre faculté d'avancer dans ce processus. Donc, c'est pourquoi je suggère toujours à l'humain de faire le grand ménage, de faire de l'ordre dans son psychisme. Parce que c'est la grande clé à ne pas laisser ces ordures se déverser. Un déversement d'égout dans la psyché, ce n'est pas bon. Mm-hmm. Ça nuit. Et donc, si on peut nous nuire par les plans invisibles, c'est que d'un autre côté, l'humain a la faculté de combattre cette nuisance occulte. Okay. Et ainsi accélérer. Et certains vont dire que j'ai tort de dire accélérer, et ils vont dire non, c'est incorrect, et je reviendrai plus tard là-dessus, mais accélérer la progression selon la ligne d'involution puis d'évolution qui définit ce processus jusqu'à l'évolution consciente, donc jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de conscience dans l'être pour qu'il prenne les rênes de sa propre évolution, ce à quoi à peu près aucun humain sur Terre n'est arrivé. Okay. Donc, on les compte sur les doigts d'une main. Mais je reviens à ceux qui disent qu'on a tort de dire que l'humain peut accélérer son rythme de progression. Okay. Ils disent ceci parce qu'ils disent, oui, mais si on ne fait qu'ôter les interférences, tout ce qu'on fait, c'est ramener notre vitesse de progression selon la ligne de notre trajectoire à sa vitesse normale. Okay. Oui, mais ça, c'est le problème universel de l'humain depuis l'éternité, depuis la nuit des temps, que son rythme de progression est ralenti. Alors, qu'on dise accélérer ou qu'on dise retourner à la norme, c'est la même chose. C'est que au lieu d'aller à une vitesse d'escargot, on va à une vitesse d'auto de course. Bon, ce n'est pas une vitesse intersidérale, mais quand même... C'est un peu plus rapide que l'escargot. C'est mieux, voilà. Alors, ces gens qui ont l'impression qu'on ne peut améliorer notre sort se font raconter des histoires encore par l'au-delà, dans le sens que on ne peut pas améliorer notre sort au-delà de ce qui a été prévu dans la genèse de l'humain et de notre incarnation. OK. Voilà un point très important. Oui. Sauf que, il y a un point encore plus important. Mm-hmm. C'est que nous sommes presque infiniment en deçà de cette norme. Okay. Alors, à partir de là où nous sommes, nous pouvons grandement améliorer notre sort pour arriver à ce normal, si on veut, entre guillemets, qui a été défini il y a très longtemps et qui ne comptait pas sur l'interférence des ordures de l'autre côté. Mm-hmm. Donc, eux le voient un peu à l'envers, en croyant qu'ils le voient à l'endroit. Mm-hmm. Mais bon, peu importe, dans le sens que
rendu là, c'est une question de langage, mais l'humain peut très certainement faire quelque chose pour lui-même. Et cette illusion qu'il ne peut pas, elle est très toxique, parce que si on regarde l'état de progression de l'humain ces temps-ci ou à notre époque, ce n'est pas fantastique. Donc il y a une régression extraordinaire au niveau de la qualité du psychisme chez beaucoup d'êtres. Donc ceci, c'est désolant. En effet. Et à quoi attribuez-vous cette diminution de la qualité psychique de l'être de notre époque? Ben, la culmination des influences des plans et des hiérarchies. Donc, leurs opérations s'effectuent sur l'échelle de millénaires. Donc, oui, ils peuvent, par exemple, chez un individu, lui inculquer de la culpabilité, de la honte, bon, peu importe l'état désavantageux, lui inculquer des états désavantageux, le rabaisser et le ralentir, mais elles existent dans une zone où elles survolent notre temps. Donc, elles ont une connaissance parfaite du futur et du passé selon un axe mécanique de la progression temporelle des choses sur Terre. Et cette mécanique appartient à leur plan. OK. Donc, ce qu'ils font, ces entités et ces hiérarchies, ce qu'elles font, c'est qu'elles interviennent chez l'humain en l'an 0, par exemple, et ils amènent les gens à modifier l'histoire d'un certain initié qui a dit « aimez-vous les uns les autres ». Ils disent « nous l'appellerons Jésus et bon, nous ferons ceci, cela ». Et ensuite, elles manœuvrent à la création, par exemple, de grandes religions qui renient ou qui acceptent cet initié comme représentant divin, et ensuite on divise l'humanité, et ensuite on utilise cette division pour créer des conflits, détruire des vies, détruire des psychés, et donc ceci, ce que ça signifie, c'est une planification stratégique, mécaniquement parfaite de la déchéance humaine. Okay. Donc il y a une coordination à travers le temps. Donc ce que ces hiérarchies ont fait il y a 5000 ans, on va dire oui, mais c'est oublié, on ne le sait pas, mais c'est tout inscrit dans le psychisme humain. C'est-à-dire que l'effet de leur manœuvre sur l'humanité il y a 5000 ans, les effets principaux sont encore actifs chez l'humain aujourd'hui, puisque l'âme est mémoire. Donc, ayant modifié, si on veut, la structure et le fonctionnement de ces corps, il y a 5000 ans, ben, toutes les générations qui ont suivi ont le fonctionnement âmique et psychique fondé sur cette modification. Et ensuite, on continue, et on arrive aujourd'hui, 5000 ans plus tard, et il y a beaucoup de traits dans le psychisme qui sont tricotés à travers les époques par ces forces qui voyaient venir d'avance et qui savaient ce qu'elles faisaient. Donc, ce n'est pas du simple sabotage idiot, c'est un sabotage très savant. C'est un peu comme jouer aux échecs contre un opposant qui voit l'avenir et qui peut aller dans le passé. Et donc, c'est difficile, mais l'humain a les moyens, a la faculté. Et donc, mon but, lorsque je parle comme ceci, je fais des entretiens avec vous, je parle aux gens, à très peu de gens, mais bon, un jour il y en aura plus. Je parle aux gens. Pourquoi? Pas pour qu'on me reconnaisse dans la rue, car je tiens à mon anonymat. C'est parce que l'humain a la faculté de se libérer de ses bourreaux. Et aimant l'humain, il me sied de faire ce que je peux pour bénéficier à ces magnifiques êtres qui souffrent beaucoup trop pour rien. Vous avez donc mentionné au début que la spiritualité est beaucoup ce qui nous amène dans la passivité ou l'apathie. Oui. En fait, est-ce la même chose? Est-ce que la passivité et l'apathie sont les deux phénomènes identiques? Ce sont des proches cousines, donc elles amènent toutes deux à l'inaction. Il n'y a pas lieu de différencier entre ces deux choses. Disons que si on parle d'apathie, à ce moment-là, on parle de gens qui n'ont pas à écouter C'est Patrick. Parce que, étant dans l'apathie,
Ils ont besoin de se faire botter le cul un peu avant de dire « Aïe, mais arrête du con ». Alors, une fois qu'elles ont dit « Aïe, arrête », là, elles ne sont plus dans l'apathie. Et là, 3-4 coups de pied au cul de plus, ils seront peut-être plus dans la passivité non plus. Est-ce que la procrastination tombe, elle aussi, dans la même définition? S'agit-il de la même chose ou d'autre chose? Ah, la procrastination, c'est une machination occulte superbe. C'est, si on veut, la limousine de l'inactivité. Okay. C'est l'inactivité en première classe. Ah bon? Parce que la procrastination découle de la vie pensée d'avance. OK. Donc, je vous propose ce terme, la vie pensée d'avance. Donc, lorsqu'on se réveille le matin, il y a des gens, passablement de gens, qui vont penser à leur journée. Donc, ils vont ouvrir la porte vers le plan astral et ils vont laisser les entités leur dire « Aujourd'hui, parce que les entités parlent toujours en « je », ils ne disent pas « tu ». S'ils disent « tu », à ce moment-là, on dit « oui, mais qui me parle ». Alors, s'ils disent « je », on croit que c'est nous. L'humain croit que c'est lui qui pense, n'est-ce pas? Alors, les entités disent « aujourd'hui, je vais ». Faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela, faire cela. Et là, toute la journée se joue dans la tête. Et maintenant que la journée est faite, pourquoi on se lèverait? OK. Donc, ce genre de choses, ce genre de manœuvre de la part de ces hiérarchies amène l'humain à la passivité et aussi à la procrastination. Donc, il y a une version de ceci qui est « Ah, je vais faire la vaisselle, par exemple. Et puis, tout à coup, on y pense, faire la vaisselle, que c'est donc morne. Et puis, le courage de faire la vaisselle nous quitte, puisque on se fait siphonner le peu d'énergie qu'on a dans le corps et dans les corps par une entité qui nous inculque et qui nous fait remarquer jusqu'à quel point laver la vaisselle, c'est morne. Donc, on en déduit en vivant l'expérience d'avance et en se laissant inculquer ces aspects, qu'une expérience est difficile, sans intérêt, morne, ennuyante. Bref, on ne veut pas le faire. Mais, je vous dis une chose. L'humain qui ne pense pas n'a jamais de procrastination. Il n'a jamais d'hésitation à faire ce qu'il y a à faire. Il fait et c'est tout. Pourquoi? Est-ce qu'il est plus énergique que quelqu'un d'autre? Pas nécessairement. Son super pouvoir, c'est de ne pas penser à jusqu'à quel point les entités ne veulent pas qu'il vive sa vie. Parce que au final, c'est ce à quoi ça s'additionne. Ce sont les hiérarchies qui vous inculquent une notion que vivre votre vie, c'est de la merde. Oui. Plus ou moins, mais peu importe. Peu importe, selon l'individu. Ça aura une teneur d'égout plutôt que de merde ou même d'ordure, mais bon, peu importe. J'ai parlé à une jeune femme il y a quelque temps et elle dit, tu sais, tu me parles de la vie, mais moi je trouve que la vie, c'est moche. OK. Alors, j'ai vu tout de suite qu'elle écoutait le plan de la pensée. Je trouvais ça dommage qu'une jeune personne dise, mais oui, mais la vie, c'est moche. En effet, oui. Mais ceci fait partie de la déchéance psychique que je décris et que je dénonce. Et donc, je suppose aussi que par cette mécanique de nous faire voir certains gestes comme étant soi-disant mornes ou ennuyants, on va employer la même mécanique pour nous faire miroiter l'envie de faire certains autres gestes. Exactement. Exactement. Donc, la déviation fonctionne de deux façons, par la négative et par la positive. Donc, j'ai déjà dit que le plan astral et ses hiérarchies n'hésitent pas à donner des petits cadeaux à l'humain. Donc, la carotte et le bâton, l'âne va où on veut, mais l'humain n'est pas obligé d'être un âne. Qu'il s'éveille un peu et il dira « Merde, garde-le ton bâton et même ta carotte, j'en veux pas. » Et puis, qu'est-ce qu'il arrive à ce moment-là? Il vit sa vie. Donc, vivre sa vie sans l'interférence négative et terrible de la pensée, cela équivaut à ce que nous disions plus tôt, restaurer le rythme de progression le long de sa trajectoire
à la vie de l'humain au niveau qui était prévu initialement avant que l'interférence de ces hiérarchies se manifeste. Mhm. Donc, que l'on parle de restaurer au potentiel originel envisagé dans la nuit des temps, ou qu'on parle de grandement améliorer la progression de l'humain le long de sa trajectoire. Mhm. Dans les deux cas, c'est la même chose. Il va beaucoup plus vite que autrement. Et selon vous, il est possible de rattraper, si on peut dire, ce retard dans notre progression? C'est absolument impossible. Ah, OK. Puisque nous aurions complété notre fusion il y a tellement longtemps. Ça ne se... OK, vous parlez au niveau planétaire, au niveau de... Y a-t-il un autre niveau? Mais je parlais au plan individuel, disons, on s'incarne dans durant une incarnation. Bien sûr. Bien sûr. Disons, rattraper le retard, c'est peut-être un peu un excès d'enthousiasme, si on veut, puisque rattraper le retard, ça voudrait dire qu'à 12 ans, le contrat incarnatoire, le plan incarnatoire est complété, Mhm. et on entame la fusion, et à 16-18 ans, on a complété la fusion. Donc, s'il y a des gens ici qui écoutent, qui ont 9 ou 10 ans, et qui changent de cap, et qui restaurent leur vitesse de progression à ce qui aurait été prévu sans l'interférence des hiérarchies, mais à ce moment-là, peut-être qu'ils arriveront à 20 ans et avoir complété leur fusion. Mhm. Donc, ceci serait possible en théorie, mais en général, les gens qui écoutent ce que je dis ont la cinquantaine ou plus. Mhm. Donc, rattraper 50 ans à n'avancer qu'à pas de limace, Mhm. c'est difficile. Je dis bien difficile, mais ce qui importe, ce n'est pas de rattraper tout le retard qu'on a pris, Mhm. mais bien d'avancer, merde. Mhm. Donc, même si on a 85 ans et qu'il nous reste 5 ans à vivre et qu'on ne le sait pas, ou qu'on le sait, peu importe, et qu'on a la possibilité d'accélérer grandement, de faire des pas de géant et d'avancer 100 fois plus dans les 5 dernières années que tout ce qu'on a fait dans les 85 premières, Mhm. mais pourquoi pas? Mhm. Donc, il n'y a pas de raison de refuser l'idée que faire le grand ménage dans son psychisme, jeter les ordures aux poubelles dans la rue, que ça ne soit pas extrêmement avantageux, même s'il nous reste que quelques mois à vivre. Mhm. Afin de, si je peux dire, combattre cette passivité, cette apathie, est-ce que il est nécessaire vraiment d'avoir une vigilance de tous les instants? L'apathie, on ne peut la combattre, puisque combattre l'apathie requerrait qu'on ne soit pas apathique. Oui, OK. Mhm. Mais la passivité, Mhm. c'est relativement simple. Comment la combattre, donc? C'est la question que vous me posez? Oui. Très bien. Alors, comment combattre la passivité? Premièrement, on cesse la consommation des médias. OK. Tous les médias. Parce que je parlais des manœuvres millénaires et centenaires, des hiérarchies qui ont infusé l'humain de leur cochonnerie depuis des temps immémoriaux, mais notre civilisation moderne est le reflet de ces influences, elle est bâtie par ces influences. Donc, si vous croyez que le contenu qu'il y a dans les médias vaut quelque chose, mais il vaut quelque chose pour eux, pas pour nous. Donc, c'est de la pollution pure, donc on se coupe de tous les médias OK. pour se tourner vers sa vie. Mhm. Donc, si on se coupe intégralement des médias, dans un premier temps, il n'y a que la vie. Mhm. On n'a plus à se laisser distraire par des choses qui veulent tout simplement nous sortir de notre vie. Donc, déjà là, on est seul avec sa vie et la fenêtre grande ouverte sur le domaine de la pensée. Donc, pour l'être inconscient, ceci représente le principal problème une fois que les médias sont éliminés. Et donc, à ce moment-là, s'il est de s'adresser à ce problème-là, le problème de la pensée, et de combattre et refuser la pensée. Donc, même ceci, on peut le faire sans même avoir science, la révolution de l'esprit. C'est un exercice, si on veut, pour ces gens qui sont dans la croyance qu'ils ne peuvent s'offrir ce manuel. Mais à ce moment-là, voici un exercice très simple, facile à réaliser, qui leur montrera la faculté qu'ils ont, ces individus, de changer les choses pour eux d'une manière surprenante. Et c'est de faire ceci, couper tous les médias, de un.
Donc, ceci veut dire sur votre téléphone mobile, vous prenez des appels et des textos, mais c'est tout. Et puis, refuser la pensée. Donc, répondre à la pensée, non, je t'écoute pas. Tais-toi, ferme ta gueule, va-t'en. À toutes les fois qu'une pensée tente d'envahir le psychisme. Et ainsi, tout ce qu'il reste à faire pour la personne, c'est de vivre sa vie. Donc, ceci peut opérer de très grands changements pour l'individu en très peu de temps. Et c'est très simple. Donc, voilà un exercice proposé. Et si les gens le font sérieusement, et pendant quelques semaines, ils verront déjà de très grands et magnifiques changements dans leur être. Et ensuite, vous serez suffisamment informé sur la valeur de ce que c'est Patrick dit que vous pourrez partager ces enregistrements, au lieu de les écouter et de les garder pour eux-mêmes seulement. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Vous avez mentionné le fait que il y a eu une modification âmique ou dans l'âme de l'humain il y a 5000 ans. Est-ce qu'il y a lieu de parler de la nature de cette modification? Non, je ne parlais pas d'une modification particulière. Je prenais un exemple, tout simplement. Donc, ce que je veux dire, c'est que depuis des temps immémoriaux, les hiérarchies et les entités viennent foutre la pagaille dans le psychisme, mais que ce n'est pas simplement foutre la pagaille, mais tout ceci est planifié, organisé et structuré d'une manière à ce que, à travers le temps, cela bâtisse un échafaud sur lequel on peut pendre le psychisme de l'humain et l'empêcher de se débattre, de l'amener à être passif et même apathique. Et autre que la spiritualité qui nous mène vers cette passivité, y a-t-il d'autres mécaniques ou d'autres choses qui est utilisées pour amener l'humain à être passif dans sa vie? Oui, énormément. Donc, c'est pourquoi je conseille le reni de tous les médias qui ne servent que de distraction. Et qu'est-ce qu'une distraction? C'est de s'occuper d'autre chose. Mais d'autre chose que quoi? Donc, si vous vous occupiez avant d'autre chose qui n'était pas votre vie et que vous vous distrayez, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez que vous ne vous occupez pas d'une chose qui ne faisait pas partie de votre vie avant. Donc, vous n'avez rien gagné et c'est le meilleur scénario possible. Puisque si vous étiez dans votre vie et que vous sortez de votre vie parce que vous laissez raconter une histoire passivement à la télé, et si on regarde, le divertissement est une industrie gigantesque. Et qu'est-ce que le divertissement? C'est de la passivité. Donc, on nous raconte des histoires, on s'assoit sur notre cul, on ouvre les yeux, les oreilles, l'âme et la pensée, et on se laisse laver le cerveau avec des histoires à dormir debout. Donc, ceci, c'est un facteur immense dans la passivité et l'apathie de l'humain. Donc, on a vu des remous politiques et sociologiques, disons même des tempêtes politiques et sociologiques un peu partout à travers le monde ces dernières années. Et de par le passé, il y aurait eu des guerres, des soulèvements et des attaques armées contre les tyrans et les bourreaux de l'humanité. Et aujourd'hui, les gens haussent à peine les épaules. Ils disent, bof, je vais regarder Netflix. Ça va aller mieux. Mais non, ça ne va pas mieux. C'est simplement que pendant que vous vous laissez vampiriser l'esprit, on vous fait sentir qu'il n'y a pas de problème. Il y a la manière donc que vous décrivez, donc cette immense industrie du divertissement qui nous amène dans la passivité. Il y a aussi le contenu, n'est-ce pas? Il y a les messages qui nous sont communiqués. Bien entendu. Par ce divertissement. Bien entendu. Je donne quelques exemples. Les bons gagnent toujours. Ah oui? Quand est-ce que vous avez vu ça autre qu'au cinéma, les bons qui gagnent? Racontez-moi ça. Je veux savoir. Donc, message. Les gentils finissent toujours derniers dans la réalité. Ensuite, des histoires de justice qu'on nous raconte. Vous connaissez ça, la justice, dans la réalité? Vous avez vu de la justice? Moi, je connais pas. Si on observe le réel, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on nous vend dans ces médias, c'est effectivement une fiction délirante. Donc, c'est du délire. C'est plus qu'un soulagement, c'est simplement de s'envoler vers une fiction paradisiaque qui ne peut exister. Donc, lorsque je dis paradisiaque, bon,
qualifions, puisque si on regarde un film de les bons contre les méchants et le bon finit par tuer tous les méchants, ce n'est pas tellement paradisiaque, mais l'idée qu'on nous vend, c'est l'idée de la justice qui, elle, semble paradisiaque. Mais bon, les histoires qu'on nous raconte sont extrêmement toxiques, et même celles souvent qui semblent vouloir nous informer. Donc, si on prend par exemple le fameux film La Matrice, donc oui, il y a beaucoup de très bons éléments dans une histoire comme celle-ci, mais ça demeure une histoire. Donc, le mec qui a des super pouvoirs et qui est meilleur que tous, bon, les gens veulent s'identifier à ça, qu'un jour il pourrait. C'est de la merde. Donc, ça amène à l'apathie, puisqu'ils réalisent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de super pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Rien. Donc, voilà, l'apathie. Donc, voilà. Même dans des films qui semblent nous remplir d'espoir, l'espoir, c'est du poison. L'espoir, c'est, encore une fois, de la passivité au profit de « ça ira mieux demain ». Et puis, demain arrive et ça ne va pas mieux. Nous sommes le lendemain du boom Internet, et oui, on travaille de la maison, mais il y a la police pour vous demander vos papiers et vous demander où vous allez à chaque fois que vous sortez de chez vous. Donc ça, ce n'est pas bucolique, ce n'est pas paradisiaque. Donc non seulement on croit souvent un peu soulager ou se soulager du fardeau quotidien ou alléger notre travail en nous divertissant, mais en faisant ça, on se trouve à tomber dans l'esclavage encore plus, dans la passivité encore plus. Effectivement, et si on regarde l'esclavage, par exemple l'esclavage officiel dans le sud des États-Unis, par exemple, il y a un siècle ou deux, mais pour commencer, on serait très surpris si on faisait des recherches plus avancées sur comment cette industrie de l'esclavage a démarré et comment elle a progressé à travers ses débuts et son milieu. Mais si on regarde ces esclaves, est-ce qu'ils étaient passifs? Je ne sais pas. En général, ils étaient très passifs et très apathiques. Donc, l'apathie et la passivité sont des qualités prisées chez un esclave. Aïe, ça fait mal entendre ça. N'est-ce pas? Ce sont des qualités qu'on cultive chez l'humain depuis longtemps afin d'en faire un meilleur esclave. Et non seulement on est apathique dans sa propre vie, mais on devient face aux autres aussi, dans des situations où peut-être on pourrait agir pour stopper la souffrance d'autrui. Bien entendu, dans une mentalité collective, cela fonctionnerait, mais mon mandat n'est pas de vanter les qualités d'une mentalité collective, mais bel et bien de l'individu. Donc, bien entendu qu'un individu qui est sensible ne veut pas voir l'humain souffrir, mais d'un autre côté, un être qui est conscient réalise que chaque être humain est en vase clos. Il vit en vase clos. C'est-à-dire qu'il y a, oui, on peut le dire, des interactions entre les humains, mais l'aventure incarnatoire de l'humain, jusqu'à ce que son karma soit détruit, elle est en vase clos. Ensuite, l'être crée pour lui-même, par lui-même, et ce n'est plus en vase clos puisque les conséquences de sa créativité vont éclabousser l'humain autour de lui. Okay. Donc, mais ce n'est que l'humain qui n'est plus, d'une manière paradoxale, ce n'est que l'humain qui n'est plus collectif, qui ne vit plus en vase parfaitement clos. Donc, il crée pour lui-même et ceci éclabousse autour de lui et bonifie la vie du monde autour de lui, mais ceci, c'est parce qu'il est parfaitement individualisé et parce qu'il ne veille qu'à ce qui est bon pour lui, intelligemment parlant. Donc, le problème des gens qui servent les forces des hiérarchies, c'est qu'ils sont suffisamment dominés par ces forces d'esclavage qu'ils ne peuvent voir ce qui est bon pour eux que si cela est mauvais pour autrui. OK. Que voulez-vous dire? Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont les grands champions de ces forces des hiérarchies
ne vivent ou ne perçoivent d'avantages personnels que là où il y a grand désavantage personnel pour de nombreuses personnes autour d'eux. D'accord. Donc, je ne gagne que si vous perdez. Donc, ceci est absolument... Satanique. Satanique, effectivement. Donc, voilà. Mais tout à l'heure, quand je parlais d'agir, disons, pour cesser la souffrance d'autrui, je pensais simplement à des situations où, par exemple, quelqu'un se fait intimider dans un autobus rempli de gens et personne n'agit pour venir en aide à cette personne, par exemple. Les gens sont presque toujours dans l'apathie totale face à une situation dans laquelle ils pourraient agir, mais ils ont peur, ils sont dans l'apathie, et donc, voilà. Débrouille-toi tout seul, là. Oui, les gens sont collectifs, mais ils sont apathiques. Donc, cela ne donne rien. Ouais. Et puis, l'être conscient individué verrait un tel événement et verrait que la personne qui se fait intimider, ben, ceci lui arrive pour des raisons karmiques, des raisons d'expérience personnelle. Donc, malgré tout, l'être conscient n'interviendra pas, puisque intervenir chez autrui, c'est l'empêcher de vivre sa propre expérience, qui est planifiée par lui-même en état préincarnatoire, et donc, c'est une perte. Mais ne pourrait-on dire aussi que si une personne consciente intervenait, que la personne qui vit cette situation d'intimidation en retirerait quelque chose qui lui permettrait d'avancer? Ceci, c'est possible. Donc, effectivement, ça dépend de la créativité de l'individu, mais certainement, si la personne qui vit l'intimidation a la faculté de vibrer à un plus haut niveau, mais cet individu conscient pourrait intervenir et parler à cette personne qui se fait intimider et l'amener à hausser son taux vibratoire et changer son propre la configuration de son psychisme relativement à ce karma et bientôt un jour en sortir. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui vivent des karmas comme ceci pendant plusieurs décennies. Ce n'est pas rigolo. Donc on revient à ce dont vous avez déjà parlé par le passé au sujet de l'importance de maintenir son taux vibratoire, entre autres. Oui, et maintenir son taux vibratoire, on ne peut le faire si on est constamment dans la distraction. Donc, si on est distrait, on s'abreuve de trucs qui sont à l'extérieur de notre vie, mais qu'est-ce qu'on fout? Ensuite, on se demande pourquoi notre vie ne va pas bien et pourquoi elle ne semble pas agréable et que, comme disait l'autre, ça semble très morne. Mais merde, si on ne focalise pas le psychisme dans sa propre vie en combattant l'influence empoisonnante de la pensée, le taux vibratoire ne peut monter. Les forces d'esclavage aiment des esclaves avec des taux vibratoires très bas. L'apathie et la passivité font partie d'un taux vibratoire très bas. Et le maintien de taux vibratoires si bas est la clé de voûte de l'esclavage de l'humain. Donc, si l'humain veut améliorer son sort, le petit exercice que j'ai donné, il est d'une qualité et d'une valeur inestimable. Oui, très bien. Merci, c'est Patrick, pour cet excellent éclairage. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à cliquer sur l'icône « J'aime » qui se trouve sous l'écran ou encore à partager la vidéo. Pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus, abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour être avisé dès qu'une nouvelle capsule est diffusée. À la prochaine!